Chapitre 12. Elle s'abattit sur Beauval avec une puissance terrifiante et une densité telle qu'elle obscurcit le ciel en quelques minutes. Le vent ayant totalement disparu, les trompes d'eau piquaient sur la ville à la verticale. Les rues, rapidement recouvertes, se transformèrent bientôt en ruisseaux, puis en rivières, emportant tout ce que les rafales avaient chassé quelques heures plus tôt. Poubelles, boîtes aux lettres, vêtements, caisses, planches. On vit même passer un petit chien blanc qui tentait de surnager et qu'on retrouva le lendemain écrasé contre un mur. Les voitures qui, quelques heures plus tôt, avaient été chassées par la tempête, firent en tournoyant sur le flot le chemin en sens contraire. Antoine entendit un bruit de chute venant de la cave. Il ouvrit la porte, tenta d'allumer, mais l'électricité n'était toujours pas rétablie. « Ne descends pas, Antoine !» dit Madame Courtin. Mais il avait déjà saisi la lampe de poche accrochée au mur et passé les premières marches. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Il y avait plus d'1 mètre d'eau. Tout ce qui n'était pas attaché flottait. Du matériel de camping, des cartons de vêtements, des valises. Il referma précipitamment. « On va devoir monter, dit-il. » Il fallait s'organiser rapidement parce que si l'eau envahissait le rez-de-chaussée, comme elle était en passe de le faire, on ne savait pas à quel moment on pourrait redescendre. Pendant que les tornades frappaient à la porte comme si elles voulaient forcer l'entrée, Madame Courtin rassembla en hâte des provisions qu'elle posa sur les marches de l'escalier, ainsi que tout ce qui lui sembla précieux, son sac à main, des albums photos, un carton à chaussures de documents officiels, une plante en pot. Pourquoi celle-ci? On ne le saurait jamais. Un coussin en crochet qui venait de sa mère. On avait l'impression qu'elle s'apprêtait à partir pour l'exode. Antoine fit le tour de la maison pour débrancher tous les appareils électriques. L'eau montait à une vitesse spectaculaire. On la vit d'abord passer sous la porte qui conduisait à la cave, puis envahir le plancher et gagner peu à peu toutes les pièces. Le temps d'emporter à l'étage tout ce qui avait été mis de côté, il y en avait 2 ou 3 centimètres de plus. On ne voyait pas ce qui pourrait arrêter cette progression. Antoine resta assis dans l'escalier. L'eau venait d'atteindre la première marche et continuait à gagner en hauteur. À la surface, nageaient et se balançaient mollement les coussins du canapé, les programmes de TV, cahiers de mots croisés, boîtes vides, le balai en plastique de la cuisine. Cette situation commençait à l'angoisser. On allait se réfugier à l'étage, mais cela suffirait-il? Il se remémora des reportages sur des inondations où l'eau affleurait le toit des maisons. Il y avait des gens perchés dessus qui s'agrippaient aux cheminées. Allait-on finir ainsi? L'orage revint sur la ville. Le tonnerre gronda au-dessus de leur tête comme s'il avait été dans la pièce. Les éclairs zébraient les fenêtres d'une lumière blanche et crue, aveuglante. La pluie ne cessait pas. L'eau poursuivait sa montée. Antoine se décida à rejoindre sa mère. Maintenant que le vent s'était calmé, Madame Courtin avait fait le tour de l'étage et ouvert tant bien que mal les volets de toutes les pièces. Par les vitres, ils découvraient le paysage nouveau qu'offrait leur coin de ville. L'eau recouvrait tout d'une 30aine de centimètres. Les cours, les jardins, les trottoirs. Et elle dévalait maintenant les rues à grande vitesse, beige, bouillonnante, avec des remous de fleuves soudain libérés. La tempête avait éventré des toits. Des centaines de tuiles s'étaient envolées. Dans quel état se trouvait le leur? Antoine leva la tête. Le plafond avait changé de couleur, plus sombre, et des gouttes d'eau commençaient à perler, ici et là. Il se demanda si la maison tout entière n'allait pas finir par s'écrouler sur eux. Mais sortir était impossible. Il vit par la fenêtre la camionnette de livraison de la supérette dérivée, emportée par le flot, suivie d'une deuxième, comme si une digue venait de céder. Plus rien ne retenait rien. La Peugeot des Mouchottes passa à son tour en tournoyant lentement comme une grosse toupie, percutant ici un mur, plus loin un panneau de circulation qui se tordit sous le choc. Quelques minutes plus tard, le torrent de plus en plus impétueux, roulant par vagues, charria la voiture municipale qui s'était retournée sur elle-même avec dans son sillage la clôture de l'hôtel de ville. Madame Courtin se mit à pleurer. Sans doute avait-elle peur, tout comme lui. Mais avant tout, elle pleurait sur ce qu'elle avait toujours connu et qu'elle voyait disparaître à une vitesse confondante. Chacun devait prendre ce malheur pour une épreuve qui lui était personnellement destinée. Antoine ne put s'empêcher de passer son bras autour des épaules de sa mère. Mais ce fut en vain. Madame Courtin s'était absentée, fascinée, sidérée par le spectacle des torrents qui dévalaient la rue, brisant tout, cassant tout, n'épargnant rien. Antoine vit passer en un défilé surprenant tous les meubles du rez-de-chaussée du collège, comme s'ils s'étaient jetés à l'eau d'un seul mouvement,
Ça lui fit un choc. L'inondation se rapprochait de sa vie, l'envahissait. Il pensa soudainement à Rémi. L'eau allait monter, monter, atteindre le haut de la colline, le bois de Saint-Eustache, et déloger Rémi. Son corps, libéré, se mettrait à flotter et quitterait sa cachette. Dans quelques minutes, la ville entière verrait passer le cadavre du petit Rémi, circulant par les rues comme un fantôme. Il serait sur le dos, les bras largement écartés, la bouche ouverte. On le retrouverait à des kilomètres d'ici. Antoine était maintenant trop épuisé pour pleurer lui aussi. Ils restèrent ainsi quelques longues heures. Antoine allait régulièrement voir jusqu'où l'eau montait depuis le rez-de-chaussée. Elle avait presque atteint la hauteur du plateau de la table de la salle à manger. Puis, l'orage s'éloigna peu à peu. Vers 15 heures, il tomba sur Beauval une pluie forte et dense, mais qui n'avait plus rien à voir avec les pluies torrentielles du début de journée. Il était impossible à Antoine et à sa mère de quitter leur chambre. Le rez-de-chaussée entier était immergé sous plus d'1 mètre d'eau. Les plafonds gouttaient de partout. Toutes les literies étaient inondées. Nulle part où se mettre à l'abri de l'humidité. Il commençait à faire froid. Enfermés chez eux, sans électricité, sans téléphone, ils étaient des rescapés dans l'attente des secours. L'hélicoptère de la sécurité civile passa une fois au-dessus de Beauval en reconnaissance. On ne le revit plus. La ville était abandonnée à elle-même. Personne ne pouvait sortir de chez soi tant que l'eau resterait à un tel niveau. La nuit tomba sur ce paysage désolé, dont Madame Courtin et Antoine ne voyaient que l'extrait visible de leurs fenêtres. Bien que les rues ne soient plus éclairées, vers 20 heures, on crut discerner dehors que le niveau de l'eau descendait. Le torrent de la rue s'était considérablement apaisé. Au rez-de-chaussée aussi, l'eau commençait à s'évacuer lentement. Le niveau baissait sensiblement, mais il régnait dans l'air un étrange parfum d'apocalypse, parce que, après avoir laissé sa place à l'orage et aux pluies, le vent donnait l'impression de réclamer le fin mot de cette histoire. À mesure que l'eau s'écoulait, il forcissait. On sentit de nouveau les maisons trembler sur leurs bases, les portes ployer comme sous la pression de gigantesques mains. Le bruit des rafales montait, comme le grondement des cheminées, des fenêtres et des portes. Antoine et Madame Courtin n'eurent que le temps de fermer à nouveau tous les volets de l'étage. Une seconde tempête succéda à la première. Après Lothar, qui l'avait précédée de quelques heures, celle-ci fut baptisée Martin. Des deux, elle fut la plus violente, la plus dévastatrice. Les toits seulement éventrés furent définitivement arrachés. Les voitures immobilisées par les torrents d'eau reprirent leur route hasardeuse sous la poussée de bourrasques, dont certaines atteignirent 200 km à l'heure. Madame Courtin s'était blottie au sol, dans un coin de sa chambre, la tête rentrée dans les épaules. Elle paraissait d'une fragilité totale. Antoine en fut bouleversé. Il se confirma une nouvelle fois dans la certitude qu'il ne pourrait jamais lui faire de peine. Il vint se serrer contre elle. Ils restèrent ainsi, toute la nuit.